Je m'appelle Catherine Hughes-Freitag. Je voulais souhaiter la bienvenue donc, pour cette conférence. Cette conférence est très importante aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Hughes-Freitag et je suis la animatrice avec Sean Corner de l'International Peace Bureau. Et je suis cofondatrice et directrice exécutive de la Solidarité 21 et au-delà. Nous sommes un réseau d'activisme et d'agents pour le changement qui travaillent dans 80 pays, y compris une cohorte au Moyen-Orient, en Asie, y compris la Palestine et l'Israël. Et la Solidarité 2021 a deux campagnes et des mouvements de justice sociale par rapport aux crises, à la crise climatique et la violence sexuelle générique, l'initiative contre la corruption et les droits autochtones et les droits du territoire et des mouvements d'autodétermination. La conférence d'aujourd'hui, c'est la troisième conférence dans notre série et il s'appelle la manifestation internationale de la solidarité envers le peuple palestinien. Donc, ceci est organisé par la coalition des organisations pour la Palestine qui s'engage à plaider pour le peuple palestinien afin de terminer de finir avec la ségrégation et l'occupation sur la base de la justice, la dignité humaine et le respect au droit international. Toujours se focalisant sur les voix palestiniennes et les experts leaders de ce mouvement de solidarité globale pour la paix de Palestine. Nous voulons emmener la paix au Palestine et à l'Israël, en comprenant la connexion avec d'autres mouvements dans le monde. Donc, voilà pourquoi nous voulons un cessez-le-feu et la chute du régime en Syrie. Nous savons que tout est lié. Donc, nous avons un programme aujourd'hui avec nos intervenants. Donc, je pense que ce programme est vraiment éducatif et important. Donc, nous aurons du temps pour des questions-réponses parce que nous savons que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'experts. Donc, maintenant, je voulais vous dire que les organisations membres de la coalition, si je ne les mentionne pas, veuillez mettre vos noms et prénoms sur le chat au cas où vous voulez nous rejoindre parce que nous ne cessons pas de croître. Donc, nous voulons que tout le monde fasse partie de tout ça. Donc, nous savons l'Organisation pour les droits humains, Pilaram, nous avons Thérapie, le Pacte chrétien international, nous avons le Bureau international pour la paix et pour la réconciliation, nous avons l'Association globale pour la prévention des conflits armés, la plateforme en Amérique latine pour les droits fondamentaux, pour la paix, pour la démocratie, le Conseil international de Oscar Romero et le service chrétien World Beyond War, la solidarité 2021 et au-delà les campagnes pour le traité Global Exchange. Nous avons le réseau de justice pour l'Amérique latine et pour les Caraïbes, l'Alliance en Amérique latine pour la justice sociale et pour le CCLF, l'Institut américain pour la paix et la conciliation, le service la paix et la justice, Zarapa, service et conseiller IARI pour la paix. Donc, nous avons un groupe très enrichi et faisant partie de cette coalition. Donc, il est un honneur pour moi de présenter le fondateur de Solidarité Globale pour la paix, M. Alvarez Sarapas. Sarapas est une organisation civile qui a été conçue pour soutenir, pour continuer le travail de médiation et pour faire le transfert des connaissances à partir du Mexique et en 1994, il a servi en tant que euh, président qui a été piloté par les leçons et les approches de la théologie de la libération en Amérique latine. Miguel est un médiateur en leader qui a reçu le prix pour la paix. Il est un membre de Sarah Paz et il a fait partie de plusieurs processus de paix sur plusieurs pays au monde. Donc, Miguel, bonjour. Et donc, nous voulons vraiment entendre de vos propos d'ouverture.
Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous et à toutes. J'ai un petit problème avec ma vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je voudrais tout de même mentionner et réitérer tout ce dont Catherine nous a parlé. Malgré le fait que les efforts ont été très courts parce que ils ont commencé le 2 septembre. Donc, je pense que nous avons vu une telle créativité, un tel effort à partir de ces activités, parce que ces activités ont été conçues en entendant le voix palestinien et puis entendre de leur souffrance, de leurs propositions, de leurs besoins. Et donc, nous avons commencé avec un effort horizontal en mélangeant ce genre de réunions, de webinaires avec la définition d'actions concrétisées que nous avons menées tout au long de ces semaines-là. Donc, tout en grandissant de plus en plus avec d'autres réseaux parce que nous sommes convaincus que à Gaza, si nous n'arrêtons pas cette guerre à Gaza, ce serait en dépit de tout le monde. Donc, ceci est une réunion de cœur, de solidarité, de personnes avec de l'espoir. Donc, nous espérons recevoir de nouvelles avec une réunion avec le secrétaire général et le président de l'Assemblée générale des Nations unies. Pourquoi? Parce que nous avons trouvé une manière pour aider l'Assemblée générale à leur soutenir avec ses décisions auprès du Conseil général et pour plaider un cessez-le-feu, pouvoir commencer les bonnes conditions pour arrêter la guerre et pour entamer la paix. Donc, merci et au plaisir. Merci beaucoup, Miguel. Merci de vos propos de cette présentation. Donc, nous allons attaquer ces activités. Avant de tout ça, je voudrais me présenter. Je m'appelle Sean Conner de l'International Peace Bureau. Nous sommes une organisation pour faire de la synthèse sur plus 100 pays en plaidant pour l'arrêt de la guerre. Donc, je voudrais vous partager des développements très importants et des accomplissements dans ces dernières semaines. Comme l'a déjà mentionné, le 13 décembre, nous avons envoyé deux lettres auprès de le président de l'Assemblée générale des Nations unies et les lettres demandaient que ces deux entités demandaient les États membres de mettre en œuvre la résolution menée auprès de l'Assemblée générale. Ah, pardon. Miguel, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Merci beaucoup. Donc, je répète, la résolution de l'Assemblée générale, et c'est dit L3.1 alinéa 1 pour expliquer brièvement comment tout ça est lié. Mais tout ça a été approuvé, a été envoyé le 13 décembre dernier pour arrêter la population sur le territoire occupé et pour mettre en œuvre les décisions de la Cour internationale de justice. Et avec la résolution 19... Ah, pardon, est-ce que je dois m'étendre davantage? Ah, un peu plus fort. Ok, j'essayais de parler plus fort. Ok, bon, ce sont des questions techniques de mon côté. Bon, la résolution 950 pour la paix, permettant à l'Assemblée générale de prendre d'action lorsque le Conseil général n'est pas en mesure de maintenir la paix internationale et la sécurité en découlant de cette résolution de l'Assemblée générale, comme nous l'avons déjà mentionné, également avec les décisions de la Cour internationale de justice. Ceci est la base pour les actions immédiates, pour résumé, les actions vont reprendre promouvoir le droit des peuples palestiniens à l'autodétermination et l'établissement de l'illégalité et de refuser la présence de l'Israël auprès de territoires occupés,
refuser la reconnaissance de n'importe quel changement sur le territoire occupé en Israël le 2 juin 1970, mais les efforts pour arrêter la discrimination systémique à l'encontre du peuple palestinien en soutenant la responsabilité des victimes et pour parler à propos des violations d'Israël de la Charte des Nations Unies et les résolutions, la reconnaissance également du fait que l'État d'Israël doit être redevable et nous appelons à rouvrir le comité contre la ségrégation dans le cas d'Israël pour solliciter pour exiger un embargo et pour établir une mission de paix et désarmement en appliquant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies avec beaucoup d'organisations signataires donc, ceci a été divisé. Donc, l'objectif, c'est que les organisations de la société civile puissent entreprendre cette résolution et l'accomplissement avec le droit international. Donc, ceci a été un effort très important auprès du peuple de la coalition et notre intervenant va être remercié de leur expérience pour rédiger ces lettres. Nous avons Lily Spenis et la directrice de l'Institut pour les études politique de nouveaux projets se focalisant sur le Moyen-Orient, le Méditerranée des États-Unis et les Nations Unies. Donc, je vais vous donner un peu plus de contexte. Donc, la directrice en 2001 nous a aidé à fonder la campagne des États-Unis pour le droit palestinien. Plus récemment, et elle a servi sur le Conseil pour la paix. Elle fait partie maintenant en tant que conseillère internationale. Elle a rédigé beaucoup de livres, y compris la compréhension du conflit de la Palestine et l'Israël avec l'actualisation 2021, avant et après le droit international. Et le défi à l'encontre des gouvernements et des Nations Unies. Donc, en étant davantage, c'est disponible à vous, madame. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous. Je remercie les coordinateurs. Le temps est très difficile. Le génocide à Gaza continue, l'Israël continue d'élargir leur occupation de terres sur le Liban et d'autres terres. Il discute de nouveaux établissements militaires à Gaza, ceci par une occupation permanente. Donc, nous avons vécu quelques changements de rhétorique et de discours au niveau global, notamment dans le nord global. Les populations dans ces pays très puissants prendre une nouvelle perspective lorsque nous parlons des institutions onusiennes, y compris la Cour internationale de justice. Il est très important de reconnaître que malgré les décisions de ces institutions qui sont très importantes, ainsi que le rôle mené par nos gouvernements, il faut former les institutions par rapport à leurs travaux. Donc, ceci doit changer. Nous ne devons pas changer les Nations Unies, mais il faut changer les États-Unis. Il faut que ces changements viennent des États-Unis. Nous avons vu que le mouvement pour finir l'apartheid en Afrique du Sud, et lorsque nous faisons le lien avec l'apartheid mené à Gaza par Israël, nous avons que les décisions par l'Assemblée générale et de ces mécanismes sont contraignants. Et, mais il faut presser sur le gouvernement pour que ces décisions puissent devenir, puissent être, puissent être mises en œuvre. Donc, ici, nous voyons ce cas qui est très important, ce que nous avons vu en Afrique du Sud lorsque le gouvernement du Sud global
lorsque le gouvernement a reçu la pression par leur population, et il faut continuer à suivre la recommandation des Nations Unies. Et il y a des politiques qui comprennent les embargos, etc. Donc, lorsque cette pression a été remise sur l'Afrique du Sud, c'était là où les États-Unis ont pris une position à cet égard. Donc, nous avons vu la pression menée sur l'Afrique du Sud et les embargos économiques sur cette région. Donc, nous avons besoin que les Nations Unies puissent prendre ces décisions pour qu'après, nous puissions mettre la pression sur nos gouvernements. Ceci est notre travail. Nous devons par la suite nous-mêmes mettre la pression et faire du plaidoyer auprès de notre gouvernement pour que ces actions puissent être mises en œuvre. En ce qui concerne la Cour internationale de justice, ce que nous avons fait les 14 derniers mois, le plus important a été fait en Afrique du Sud sur l'action qu'ils ont fait contre Israël et le veto qu'ils ont mis. Ils ont fait usage de la Cour internationale de justice. Et cette action a eu un poids très important. Donc l'Afrique du Sud a porté plainte contre l'Israël. Je ne vais pas rentrer en détail sur toute cette action légale, mais elle est d'un poids essentiel. Si on veut faire quelque chose, on a besoin de deux choses. Nous avons d'un côté un groupe qui puisse faire quelque chose défini par un point commun. Ça peut être son groupe ethnique, sa race, son pays géographique, qui devront ensuite faire différentes actions. La décision de la Cour internationale a été de donner à la Palestine 6 mesures provisoires qui ont ensuite conclu à un cessez-le-feu et qui a ensuite permis d'éviter l'usage des armes et d'interdire des actions violentes. Et c'est cela qui a permis le cessez-le-feu l'ordre d'un cessez-le-feu en Palestine. Donc, ce que cela a permis, c'est que on puisse finir avec la ségrégation et l'Assemblée générale des Nations unies est une entité assez importante, mais ce n'est pas la plus importante. Juste après ce veto du Conseil de sécurité des Nations unies et du cessez-le-feu, ils ont pris cette résolution qui avait déjà été implémentée auparavant, qui d'ailleurs avait été aussi implémentée auparavant pendant les 30 dernières années. Donc tout cela, je vous le raconte pour vous dire que nous-mêmes, depuis n'importe quel pays, nous pouvons faire quelque chose
avec des lettres, des manifestations. Tout ça est très important. Et le plus important, c'est de mettre la pression sur nos gouvernements pour que cette résolution puisse être implémentée de manière cavale. Ce que je veux dire aussi, j'insiste sur ce sujet, c'est que chaque pays peut faire quelque chose depuis son territoire. Plusieurs pays ont déjà commencé. Quelques-uns ont même mis un embargo sur l'usage des armes et la vente des armes à Israël. Mais cela n'a pas vraiment eu d'impact pour Israël, car car 75% de leurs armes sont provisionnées par les États-Unis. Ils continuent à acheter. D'ailleurs, Israël achète aussi des armes à des gouvernements qui se disent progressistes. La vente d'armes est un élément très essentiel de l'économie d'Israël. Aussi l'utilisation d'équipements de surveillance. C'est un très grand marché. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette résolution du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme, ainsi que l'opinion de la Cour internationale de justice, et que la ségrégation qu'est en train de faire Israël est illégale, et que la décision de la Cour internationale de justice sont des outils pour notre travail de lobby contre la ségrégation, et que nous-mêmes, en tant que partie de cette coalition, devons reproduire ces activités et ces idées d'action pour renforcer ces actions au niveau international. Nous devons faire partie de cette histoire et ainsi que nous l'avons fait pour l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid, nous pouvons le faire pour la Palestine. Merci Phyllis pour ton intervention. Tu es un de mes expertes préférées sur ce sujet. Cela aidera au futur à ce qu'il y aura encore plus d'aide humanitaire pour les Palestiniens. Je donne maintenant la parole à David. J'aimerais, David, te demander que tu puisses présenter la vidéo qui suit et que tu nous puisses faire un résumé. Nous savons qu'elle est en anglais, donc pour les personnes qui ne parlent pas anglais, faites-nous savoir pour que nous puissions faire un résumé avant de présenter la vidéo qui n'a pas de sous-titres. Merci à tous, merci Phyllis, merci Catherine. C'est une vidéo de 6 minutes d'action directe récente de différents groupes qui ont mené différentes actions pour la Palestine, l'embargo sur l'utilisation d'armes, la vente d'armes. Et ce sont des exemples que nous pouvons dire à nos gouvernements sur ce que nous pouvons faire et ce qui peut se faire à différents niveaux. Il y a aussi un exemple d'une action directe qui s'est faite en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, sur ces actions d'action directe non violente. Il y a aussi un exemple sur les États-Unis qui continuent de proclamer qu'il n'y a pas de vente directe entre les États-Unis, donc c'est un embargo partiel. Et enfin, la vidéo finit par un exemple du Canada, d'un exemple d'activiste qui a réussi à défaire tout un réseau d'institutions et tout un réseau de corruption qui aidait de manière indirecte l'Israël. Donc, s'il y a des questions, des doutes, je pourrais faire poser la vidéo. Donc, action directe pour Gaza. Au début de la guerre,
les gouvernements ne tenaient pas compte des activités des activistes. Mais depuis, le temps a passé et nous avons réussi à créer un mouvement de plus en plus grand où les actions des citoyens et des citoyennes sont prises en compte, en arrivant jusqu'aux tribunaux internationaux. Quand nous sommes arrivés à la Cour internationale, nous avons argumenté la protection et la vie et l'urgence de protéger les Palestiniens. Et après un jugement de 4 mois, de 4 semaines, excusez-moi, les gouvernements ont commencé à prendre des actions. La journaliste a été interviewée juste avant et le but de cette vidéo était d'arrêter l'envoi d'armes en Israël. Ce que nous avons vu, c'est que c'est tout un système et une espèce de toile d'araignée d'utilisage un peu douteux de la loi. Et finalement, ce sont les autorités qui ont le pouvoir. Mais cela ne va pas m'empêcher, ce n'est pas quelque chose qui peut m'empêcher à moi d'arrêter et de faire quelque chose depuis mes possibilités. On est en train de parler d'un génocide. Moi, j'ai mon âme intacte et je continuerai à me battre pour mes frères et mes sœurs en Palestine. Nous devons continuer la lutte. Même si si nous ne faisons rien, nous serons pires finalement. Nous-mêmes, nous nous enfermerons. Une victoire partielle. Les armes contre l'Israël bloqué en Australie. Interrompre la guerre et le militarisme en Australie. Empêcher le génocide.
Des manifestants viennent de rentrer au sein du Parlement. Donc Rachel Small va maintenant nous parler de cette action et ce que cela veut dire. Donc nous sommes au sein du Parlement, nous sommes dans le lobby, nous avons complètement pris les installations. Ce que nous demandons est un cessez-le-feu immédiat, arrêter le bombardement de Gaza. Nous sommes ici en tant que juifs qui refusons et qui disons non au génocide. Simplement, c'est une question de morale et nous demandons que cela s'arrête. Donc voilà, nous espérons que cela puisse être une source d'inspiration pour quelques-uns, quelques-unes. Ce sont des types des exemples d'activités qui pourront nous inspirer à faire de même. Merci, David. Plusieurs personnes sont en train de demander si vous pourriez envoyer cette vidéo. Donc, bien sûr, sans souci, nous l'enverrons. C'est une vidéo qui est très importante pour nous motiver et ce que nous devons continuer à mettre nos corps en tant que tels sur la ligne principale. Et plusieurs d'entre nous qui sommes dans cette réunion, nous le faisons. Donc, après un petit statique d'interprétariat, nous allons continuer. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter mon collègue de Palestine, qui est un professeur, un activiste, qui a été professeur en Palestine sur la rive ouest. Il est retourné en Palestine en 2008, où il a mené plusieurs activités. Il a fait un laboratoire d'études et d'investigation. Il a fondé l'Institut de Palestine pour la biodiversité et il a publié plus de 140 études et récits, articles. Donc, je vais nommer quelques-uns. Il a aussi publié des centaines de lettres auprès d'institutions et de gouvernements. Donc, nous sommes très chanceux de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Il vient de partir en Australie et continue constamment de de renforcer ce réseau et de lutter pour la liberté de la Palestine. Bon, je vais réitérer sur ce que mes collègues de Gaza vivent sous de toile et ils souffrent euh, c'est l'initiation du manque de nourriture, du manque de toit, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes à Gaza qui perdent leur vie à cause de la famine.
Et à cause du manque de la prise en charge des soins de santé, il y a des décès qui continuent. Nous savons qu'il y a 300 000 personnes à Gaza qui ont décédé dans la dernière année. Nous avons nous sommes penchés sur ça également. Nous avons recherché à propos de l'écocide. Bien sûr, en plus du génocide à Gaza, nous avons mené une recherche, une enquête qui fait preuve de la destruction de récoltes à Gaza et également les forêts ont été décimées. 34% de sans forestières ont été perdues dans la partie nord-ouest du Gaza. Mais ce phénomène se reproduit dans le sud du Gaza. Donc, nous parlons d'un écocide. Il y a également le génocide à cause du manque de médicaments et du manque de services de prise en charge des soins de santé. Il n'y a presque plus rien. 13 sur 36 hôpitaux continuent à temps partiel dans leur opération. Il y a également un scolasticide, c'est-à-dire la destruction du système scolaire à Gaza. Il y a les universités qui ont été détruites et qui n'ont plus opérationnel. Il y a des dizaines voire des milliers d'étudiants qui ne reçoivent plus d'éducation pendant presque plus d'un an. Donc, il y a les écoles normandes qui vivent un phénomène pareil. Donc, c'est un phénomène éducatif. Euh, il y a également le génocide de la vérité. L'Israël continue de ravager la vérité au niveau global. Pour les personnes qui ont besoin de connaître davantage à propos de Gaza, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui va être partagé sur le chat. Et je vais mettre également mes coordonnées au cas où vous voulez des brochures. Nous avons 62 000 personnes sur cette liste, donc nous vous encourageons à faire partie de cette liste également. C'est là où nous allons partager les informations à propos de tout ce qui se passe dans la rue, c'est-à-dire sur le terrain. J'ai vu une émission qui parlait d'un omnicide, c'est-à-dire la destruction de la civilisation et de la vie. Voilà ce que se rapproche de nous si nous ne voyons pas de solution à propos de tout ce qui se passe à Gaza. Nous allons voir le commencement d'une guerre globale où il n'y aura ni des gagnants ni des perdants pour les humains, parce qu'il y aura la destruction nucléaire et la fin de notre civilisation. Et je parle de la civilisation à nous, parce que je parle de la civilisation humaine où il n'y a pas de distinction par rapport à des civilisations, parce que toutes les civilisations sont reliées les unes les autres. Et il y a également les changements climatiques. Nous avons beaucoup de risques que nous vivons et toutes ces questions sont liées. Le producteur israélien est l'un des plus grands producteurs à Gaza. Ils se servent de vols à des fins des activités militaires. Tout cela produit beaucoup plus de gaz de effet de serre, encore plus que d'autres pays accumulés. Donc voilà pourquoi nous parlons d'un omnicide. Voilà ce que c'est la guerre. C'est la guerre qui est en train de tuer notre planète. Donc voilà pourquoi nous voyons cette situation d'urgence qui est représentée, très bien représentée sur la vidéo.
Donc, nous avons tous cette une responsabilité. Nous ne pouvons pas rester à l'écart. Il faut prendre de l'action de façon conjointe. J'ai une minute, donc avant que puissiez pardon, finir. Donc, nous voulons continuer à entendre de vous. Donc, qu'est-ce que nous faisons à Palestine? Donc, j'ai perdu beaucoup de personnes là et beaucoup d'amitiés qui ont perdu leur vie, qui ont qui ont décédé. Donc, je continue à me mettre en relation avec des collègues qui parlent de toutes les souffrances qui sont en train de vivre, de subir. Demain, je me rendrai dans la région. Nous avons entamé l'Institut palestinien pour la durabilité, pour la nature. C'est une institution qui est chargée de la durabilité de la nature et des êtres humains pour que tout le monde puisse avoir une opportunité dans l'avenir. Donc, nous vous encourageons à ce que vous apportiez à nos travaux. Je veux partager le lien vers le site Internet pour que vous puissiez voir, examiner comment vous pouvez nous soutenir et pour garantir que le Palestinien puisse continuer de se soutenir à la récolte agricole pour que le peuple puisse continuer de s'aimer leur récolte. Il y a beaucoup de travaux à faire sur le terrain et il ne faut pas non plus oublier d'allumer quelques bougies et je vous invite à vous rendre à Palestine pour regarder, examiner la situation en direct. Merci beaucoup d'avoir organisé cet événement. Tout cela nous inspire et inspire le monde, moi j'en suis sûr, ainsi que aux personnes, aux milliers de personnes qui continuent de se mobiliser partout dans le monde. Donc, tout le monde continue de faire attention à la Palestine. Donc, nous sommes tous et toutes des Palestiniens palestiniennes. Merci beaucoup, Mazen. Moi, j'ai essayé de régler mon volume. J'espère que vous puissiez m'entendre un peu mieux. Merci beaucoup de nous avoir parlé de l'étendue de l'impact du génocide à Palestine. Nous reconnaissons également que vous êtes très fatigué parce que vous venez de faire le tour. Donc, je vous remercie d'avoir partagé vos lumières. Et maintenant, nous allons passer à Mohamed Aboudassi, notre prochain intervenant. Il a été déplacé de Gaza en 2024 et il a travaillé sur plusieurs conférences, y compris avec l'association palestinienne pour le plaidoyer des droits et il a fait partie deux efforts à la réponse à l'encontre des souffrances palestiniennes. Vous avez la parole. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de parler à propos de cette cause particulière et pour parler du génocide parce qu'il faut en parler en fait. Donc maintenant, je vais commencer. Bon, je vais essayer de mon mieux de pouvoir parler très succinctement parce que bien sûr, il n'y aura pas de temps
qui suffira pour parler de cette tragédie, mais je vais essayer tout de même. La Palestine, depuis une vingtaine d'années, a vécu des obstacles et il y a un travail dont nous avons besoin et il y a un travail qui a beaucoup changé. Moi, j'ai auparavant vécu à Gaza. J'étais ressortissant à Gaza. Après une semaine, ma ville a été bombardée et nous sommes forcés à être déplacés. C'est une situation très difficile. Lorsque vous vivez euh, le déplacement et l'abandon du foyer pour vivre sur une tente sans aucun service d'eau, de service de base, sans les articles hygiéniques, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont un impact après le génocide. Donc, ce que nous voyons, c'est un nettoyage technique. Donc, les mobilisations ont été bougées vers les sud et maintenant, il n'y a plus aucun droit sûr qui peut offrir un peu de protection. Il n'y a plus rien. Il y a les domaines déjà occupés qui sont désignés par eux et qui deviennent une cible. Il y a des personnes qui sont massacrées là où Israël dit que c'est un endroit sûr. Nous voyons des conditions de guerre et donc voilà comment ils font de cible des journalistes, des médecins, etc. Non? Donc, lorsque je suis sorti de Cisjordanie. Bon, je sais pas que ma collègue puisse nous en dire un peu plus à propos de ça, mais lorsque je suis sorti, c'était après l'occupation à Rafah. Ma famille et moi, nous avons pensé à quitter le Gaza. Donc, nous n'avions plus nulle part où aller. L'occupation au nord est une situation atroce parce qu'il y avait des personnes qui habitaient dans la rue, c'était impossible. Donc, c'est là où nous avons envisagé de quitter ce lieu. Et moi, je suis sorti en avril. Ma famille allait me rejoindre, moi, pour vivre en Égypte. Mais malheureusement, ils ont fermé le pont de passage et ils ont été empêchés de quitter. Donc, ma famille se retrouve toujours à Gaza et moi, je suis au Caire. Lorsque nous avons parlé des situations des jeunesses au Caire après octobre, là, nous pouvons voir un double standard. Nous avons vu des démonstrations de solidarité de la part de l'humanité. Nous avons déjà parlé de la jeunesse à Gaza qui ont été refusés le droit de vivre en paix, en sécurité dans leur territoire. Ils ne peuvent pas exercer aucun droit à cause du génocide et la totalité du droit international euh, sont là pour faire preuve de protection. Mais
malgré le fait qu'il y a le droit international qui est censé garantir tous ces droits, nous voyons qu'il y a une incohérence par rapport aux Palestiniens qui habitent dans la rue. C'est difficile par rapport à la façon d'avoir répondu envers d'autres pays. La vie en Égypte euh, ne vient pas sans difficulté. Les souffrances ne vont pas finir dès que nous quittons la Palestine parce que là, maintenant, nous suivons d'autres types de souffrances où nous sommes forcés à être déplacés encore une fois. Donc, nous avons beaucoup de sentiments que nous sommes en train de sentir. Il y a d'autres problèmes qui se suscitent lorsque vous devez quitter votre endroit. Vous avez 2 minutes, monsieur. D'accord. La vie est très différente et les souffrances par rapport à la jeunesse palestinienne continuent. En dehors de notre pays, il n'y a plus aucune entité susceptible de nous donner de visa de résident. Et nous sommes traités comme des exilés, donc nous ne pouvons pas euh, évoluer dans notre parcours professionnel. Donc, nos vies sont en pause. Nous ne pouvons pas non plus voyager à l'international. Ceci parce qu'il y a le visa qui est une exigence pour pouvoir bouger à travers le pays. Donc, il y a des contraintes, des déplacements volontaires. Nous devons avoir un titre de séjour via une identification. Donc, voilà pourquoi il y a d'autres personnes, les jeunes personnes qui viennent à d'autres plateformes pour faire avancer les choses. Donc, le manque de statut de séjour, de titre de séjour vient de résidence, fait que nous n'ayons pas de droits, mais des obligations en tant que citoyens ou ressortissants. Donc, les, nous sommes traités en tant qu'exilés qui doivent quitter le pays d'accueil une fois la guerre terminée, mais nous ne savons pas quand est-ce que cette guerre va terminer. Donc, les jeunesses palestiniennes ont besoin de nouvelles opportunités et ils ont besoin de savoir quand tout ça va finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mohamed, d'avoir parlé de ces thématiques très importantes, y compris le double standard et vos histoires personnelles qui nous ont tous et toutes touchés. Donc, espérons que vous retrouverez votre famille. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avant de continuer avec l'intervenant suivant, je voudrais vous dire que nous sommes en train de réduire le temps de nos intervenants en 7 minutes pour avoir du temps pour les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions ou que vous y réfléchissiez, veuillez le mettre sur le chat pour en donner une réponse immédiatement. Nous avons toujours deux intervenantes, donc trois intervenantes. Nous avons Cynthia Bricoer, le père de l'activiste des droits fondamentaux Rachel Corrie, qui en 2003 a été assassiné à Gaza. Et,
en essayant de empêcher la démolition des emplacements. Donc, ceci fait preuve de l'engagement envers le peuple palestinien. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez la parole. Merci à tous ceux qui ont organisé cet événement. Donc pour moi, cela a été un réconfort de savoir que le plus important qu'elle ait fait est d'être allée en Palestine. Rachel a commencé un mouvement. Elle était d'accord sur ses principes pour pouvoir travailler auprès des Palestiniens et seulement d'utiliser des actions directes non violentes. Elle a fait un travail de documentation de violation des droits de l'homme, d'activités de la part du gouvernement d'Israël. Elle maintenait la communication afin de pouvoir maintenir la communication avec des amis qu'elle s'était fait à Gaza. Elle a fait beaucoup d'activités autour de la solidarité. Après avoir observé pendant un an la destruction de vie et de Gaza, elle était de plus en plus convaincue de la façon dont elle pouvait aider et être solidaire avec ceux qui souffraient le plus. Aujourd'hui, le génocide dont nous entendons parler en Gaza continue. La coordination des activités internationales de solidarité avec la Cisjordanie continue et malheureusement les morts continuent avec plus de 1 000 personnes assassinées par jour. Par exemple, nous allons fêter Noël dans une dizaine de jours. Sachez que au début d'octobre, plus de 80 personnes ont été reportées blessées et plus de 100 attaques ont été enregistrées en Cisjordanie. Aux États-Unis, tout cela continue à se dérouler de façon inasperçue. Un de notre ami nous a partagé que l'économie est très mauvaise et que les personnes qui continuent de pouvoir visiter, arriver à Gaza sont chrétiens et que la zone est complètement inaccessible. Le mouvement international et différents conseils des droits de l'homme ont essayé d'y aller. Plusieurs programmes internationaux de solidarité sont des exemples auprès des volontaires internationaux de façon de pouvoir continuer d'aider afin de travailler auprès des Palestiniens. Hay un colectivo que da tours para poder ir y, eh, et aussi des idées de comment pouvoir se déplacer, des conseils, différentes organisations religieuses. Cela n'est pas sans danger. Le 6 septembre de cette année, un nouveau volontaire a été assassiné par un franc-tireur israélien en Cisjordanie. Craig et moi-même, nous sommes constamment en contact avec sa famille. Ils seront aux États-Unis cette semaine afin de pouvoir clarifier la mort de leur fils.
Et avant de donner la parole à Craig, j'aimerais vous partager et j'aimerais remercier à toute la solidarité que vous nous avez montrée. Je voudrais vous dire que tout d'abord, ce moment-là n'est pas normal en ce moment. La situation est en train d'empirer de façon très rapide. Il y a eu aussi une limitation d'accès aux soins de la santé et les habitants maintenant n'ont plus d'armes. Il y a eu aussi des cas où il y a eu des attaques contre les Palestiniens, où ils doivent même s'habiller en tant que militaires pour pouvoir survivre. Les Palestiniens font face à tellement de défis. Il y a des checkpoints dans plusieurs zones d'accès. Il y a des zones où seulement des personnes avec et des véhicules identifiés peuvent rentrer. Et nous devons continuer à être témoins de cette situation. Si nous allons en Palestine, nous devons être sûrs de pouvoir revenir. Donc, allez-y, mais sachez que ce n'est pas facile. Bonjour, j'ai l'impression que je pense que je n'ai plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même rajouter quelques sujets. Je me souviens que la première fois que Cindy et moi nous sommes y allés, on nous avait dit, l'ancien chef de la CE nous a dit, allez en Palestine, vous devez voir ça. C'est que maintenant, ce n'est plus aussi sûr d'y aller. Prenez toutes les mesures de sécurité. Cela prendra peut-être plusieurs semaines à vous préparer votre voyage et surtout faire attention à ne pas mettre les propres Palestiniens en danger. Soyez sûr de savoir avec qui vous allez avec qui vous allez vous retrouver, mais prenez surtout soin de vous au retour pour ne pas être victime de choc post-traumatique. Merci à tous. D'ailleurs, je travaillais au ASM pendant que Rachel était au Gaza. Comme vous savez tous, c'est une personne tellement honorable. On se souvient avec beaucoup d'affection d'elle, pour son courage et pour tous l'amour qu'elle avait pour la lutte pour la Palestine. Non, il y a même quelqu'un qui était avec elle, qui a aussi pris une balle, qui a réussi à survivre. Donc je vais donner la parole à notre dernier intervenant, à Martin Haim. C'est un jeune activiste qui vit au sud de Gaza. C'est donc surprend qu'il puisse être avec nous ici aujourd'hui. Donc il a vécu au milieu du génocide. Donc sa voix est primordiale, l'entendre aujourd'hui, pour pouvoir continuer ce dialogue. Il vit et il travaille où Rachel a été assassinée. Il a été étudiant de communication, il a été volontaire pendant plusieurs années pour pour lutter pour le droit des Palestiniens. Il a travaillé pour maintenir le droit à l'éducation des jeunes Palestiniens, ainsi que des soutiens psychologiques au sud de Gaza, dans les camps de réfugiés. Donc cela nous fait très plaisir qu'il soit avec nous ici. Et je sais que c'est tellement difficile pour lui d'être là, beaucoup plus que ce que nous pouvons nous imaginer.
C'est un honneur pour nous que tu sois là. Merci encore. Donc bonjour, je suis Mahdi Naïm, je suis activiste sur la frange de Gaza. J'ai fait mes études à l'Université de Palestine en journalisme. Cela fait 2 ou 3 mois que nous sommes en train de vivre la destruction totale et la peur continue d'augmenter. J'ai été déplacée. Il est presque impossible de trouver une communauté qui puisse survivre. Nous sommes en train d'être témoins du génocide contre nos amis, nos collègues. J'ai perdu tellement d'amis, j'ai perdu la famille, mais je ne perdrai jamais l'espoir. Les jeunes se lèvent à 8 heures le matin, ils vont à l'université, ils étudient, comme je l'ai fait moi-même. Moi, je me lève à 6 heures pour que je puisse trouver de l'eau. Et pendant la guerre, j'ai été volontaire à Pielara et nous avons aidé les jeunes, les enfants, avec des activités ludiques et avec l'éducation afin qu'ils n'oublient pas qu'il faut qu'ils continuent d'aller à l'école, qu'ils continuent d'étudier les mathématiques, l'arabe, l'anglais. Et nous avons dû aussi aborder les sujets de torture et de ne pas oublier de vivre avec de l'espoir. Nous avons espoir que la guerre puisse s'arrêter. Nous voulons au moins que la guerre puisse s'arrêter pendant un jour. Nous ne voulons plus voir d'embargo, de morts au sol, que les enfants souffrent d'une amputation, cela ça arrive tous les jours, qui ne dorment pas dans une tente, mais dans un lit. Il fait tellement chaud. Nous n'avons plus d'eau. Il y a quelques jours, il a plu et l'eau est tombée sur les tentes et cela nous a réveillés toute la nuit et ne nous a pas permis de dormir. Comme je suis jeune, sur la rive gauche de Gaza, mes rêves sont détruits tous les jours. Mon rêve est d'avoir accès à l'eau tous les jours, l'eau potable. Et hier, je me suis levée à 3 heures pour pouvoir boire et pouvoir donner de l'eau à ma famille. J'ai marché pendant 3 heures et nous avons confiance qu'il y ait l'espoir au bout du chemin, que nous pourrons nous retrouver en famille, entre amis, qu'il y aura des opportunités de travail pour pouvoir couvrir nos rêves. Plusieurs personnes me demandent encore pourquoi tu n'as pas quitté ton pays quand tu as pu. Mais c'est le coût à payer, autant sentimentalement que financièrement, pour pouvoir obtenir la paix et nous maintenir en vie, maintenir la paix sans que ce rêve puisse se concrétiser, avoir un travail, pouvoir voyager. Ceux-là sont nos principaux rêves en tant que jeunes Palestiniens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chakrati. Tu es dans nos cœurs et il est tellement important de se rappeler que nous ne sommes pas ici réunis pour nous sentir mal. Nous sommes ici en tant que pour en- la solidarité pour les droits humains et pour mettre fin à ce génocide. Nous souffrons avec toi. C'est pour ça qu'il est
tellement important d'écouter différentes expériences et surtout les actions qui sont en train de se mettre en œuvre dans différents pays. Et des initiatives humanitaires, politiques, économiques. Nous devons continuer à accompagner les processus de paix et être témoins afin que nous puissions être témoins de ce qui se passe là-bas et savoir comment aider. Nous pouvons par exemple continuer à faire partie du réseau et des articulations qui sont présentes aujourd'hui afin de positionner les sujets auprès de nos gouvernements. Nous remercions particulièrement les personnes de Gaza qui sont là et qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous allons maintenant ouvrir une session de questions et réponses. N'importe quelle personne qui veuille poser une question, allez-y, vous pouvez le faire poser, lever la main ou utiliser le chat. Et il y a beaucoup de personnes qui lèvent la main, donc nous allons essayer de maintenir l'ordre. Donc, comment voyez-vous la nouvelle administration aux États-Unis et les impacts que cela aura sur la Palestine? Une autre question sur la relation entre le sionisme et le christianisme. Ah, il y a beaucoup de questions, donc nous allons laisser d'abord l'opportunité aux intervenants de répondre à ces deux questions-là. Massim, allez-y. Phyllis peut peut-être répondre à ces questions. Ce que je dirais, moi, c'est que l'Empire nord-américain est en déclin total, est en train de réduire, et nous voyons comme Washington, D.C. comme un autre empire occupé, comme la Palestine. Internationale, la dette nationale continue d'augmenter et c'est un résultat direct des guerres qu'ils ont eux-mêmes commencées. Les États-Unis disent aider l'Israël, mais vraiment, ils n'aident pas Israël. Nous savons ce qu'ils ont fait. Nous savons des financements qui sont en train de se mettre en place. Nous verrons peut-être avec maintenant Trump et dans 2 ans les changements au sein du Sénat, peut-être qu'il y aura des changements. Mais qu'en tant que de personnes du Nord global, nous travaillons contre le sionisme, contre le colonialisme. Finalement, pour nous, ce n'est pas important qui est à la tête du gouvernement. Nous lutterons toujours pour la libération de la Palestine, quel que soit le gouvernement nord-américain en place. Donc, Phil, ici, il y a une question pour toi. Comment pouvons-nous mettre la pression à nos gouvernements pour qu'ils puissent vraiment mettre en place les résolutions en faveur de la Palestine? Je pense que les questions principales sont sur ce que nous pouvons faire des réunions avec nos parlementaires, surtout avec ceux qui vont reprendre leur poste bientôt. Il est aussi très important de se concentrer sur ce qui est possible de faire dans ce contexte tellement compliqué. La résolution a reçu 19 voix auprès du Sénat et cela n'a pas été suffisant pour passer.
mais c'était quand même un pourcentage assez important qui a aidé à au moins se souvenir que c'est une façon de démontrer que les citoyens et les citoyennes ont une manière de démontrer leur mécontentement. Et aussi de faire ce type d'action. Il y a des antécédents et les politiciens, les politiciennes ont, ont des manières et ont matière pour pouvoir faire des actions futures. Donc quand ils critiquent que d'autres de leurs collègues critiquent l'Israël, ils sont obligés donc d'implémenter les décisions des différents organismes internationaux. Ils disent que cela est dû à aider Israël, mais ce ne l'est pas soutenu par le droit international. Il n'y a aucune justification pour maintenir ce souffrement collectif. Il y a eu des actions d'agression comme le 17 octobre, mais cela ne justifie pas la réponse et la situation actuelle. Il y a différents sujets aussi que les médias ont repris. Il y a un livre qui dit Comprendre la Palestine-Israël. Et il y a une section dans ce livre qui parle en particulier des obligations des organismes internationaux et les façons dont ils peuvent répondre. Ce que nous faisons aussi, c'est aider les citoyens et les citoyennes à se mettre en contact, savoir comment se mettre en contact avec leurs représentants auprès des gouvernements, des congrès, leurs députés, etc. Il y a un cessez-le-feu aussi, mais finalement, il n'y a pas vraiment de cessez-le-feu. Et c'est cela que je pouvais, et c'est cela que nous pouvons partager auprès de nos représentants. C'est ce que je voulais partager avec vous. Mansour, est-ce que vous voulez euh, allumer votre micro? David, est-ce que vous pouvez nous aider avec ça? Bon, je fais de mon mieux. Allez-y, ma sœur. Merci à tous et à toutes. Je sais, bon, je vous ai enregistré dans le passé. Moi, j'habite à Long Beach, Californie. Je voudrais juste vous partager un mot de solidarité à propos de nos actions en tant que professeur qui dit l'Israël n'aura pas pu tenir le coup sans l'aide des États-Unis. Ce que nous faisons à Long Beach, en Orange County, euh, dans notre route, nous nous retrouvons là-bas pour avoir de la solidarité. Donc, la solidarité sur le terrain avec les personnes qui s'organisent, avec la communauté, c'est l'une des meilleures actions que nous pouvons mener en tant que communauté pour que tout ça puisse être mené vers la communauté et les représentants élus. Donc, nous faisons ça en solidarité avec le peuple palestinien. Il faut continuer de s'engager sur le terrain. Merci beaucoup, Mansour. OK, maintenant, nous allons passer à Norbert et nous avons 100 minutes d'avantage. Donc, veuillez
raccourcir vos commentaires et espérant qu'il y ait une question supplémentaire. Merci, et Norbert. Oui, je voudrais juste mener votre attention à la façon dans laquelle nous avons eu la collecte de données dans l'année dernière. Je vais mettre tout ça sur le chat. C'est un lien qui mène au site Internet. Donc, nous voulons entendre de vos commentaires. Je voudrais avoir des informations spécifiques susceptibles d'être partagées et également d'ancrer le réseau. Merci beaucoup. Sean, allez-y. Oui, très vite fait, nous allons mentionner les autres questions que nous avons sur le chat. Nous avons beaucoup d'activités sur le chat. Bon, tandis que vous êtes en train de regarder le chat, nous allons passer vers Mochi et à Montasser. Et comme ça, nous allons finir. Bonjour, c'est Moji. Je suis iranien et qui habite aux États-Unis. Moi, je suis un activiste pour la Palestine. Donc, ce que je veux dire, c'est que faisant partie de l'Iran, à chaque fois que j'entends les jeunes s'exprimer à propos de solidarité envers Netanyahou, c'est à cause de la frustration qu'il ressent en Iran. Mais c'est une relation de codépendance entre des ennemis. Donc, en tant qu'activiste pour la paix, nous devons mettre en exergue ce comportement-là et le critiquer. Je pense que beaucoup de personnes tombent dans ce piège de se mettre soit d'un côté, soit de l'autre côté. Mais en tant qu'activiste, il faut reconnaître les dépendances mutuelles, c'est-à-dire le népotisme en interne et le colonialisme à l'extérieur. Ce sont deux faces de la même pièce. Donc, il faut rester vigilant. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Moi, je voudrais entendre de vos réflexions. Catherine, bon, Phyllis, vous avez des commentaires? Bien sûr, il faut montrer le lien qu'il y a là-dedans, c'est-à-dire la façon dans laquelle les pays interagissent et la façon dont ils soutiennent des activités d'oppression en Iran et en Palestine. Donc, nous avons la responsabilité de soutenir ces efforts et le pouvoir des États-Unis pour soutenir l'Israël. Je pense que c'est la question la plus importante. C'est le point focal de notre travail. C'est un travail de base, bien sûr, mais c'est un travail auprès du Congrès. Et est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui voulaient répondre? Je pense que nous allons étendre la séance un peu plus. Je voudrais mener votre attention au propos de Martin Luther King. Il a dit qu'il faut toujours se souvenir de la partie prenante à la violence la plus importante, c'est-à-dire les États-Unis. Vous pouvez
regardiez n'importe quel pays, bien que vous soyez pour ou contre, mais c'est quelque chose de très petit par rapport au pouvoir que nous voyons aux États-Unis. Montassa, allez-y. Je voudrais tout d'abord remercier tous les intervenants, intervenantes, ainsi que l'organisation d'avoir mené ce congrès. Moi, je me retrouve à Palestine, à Lakham, et je voudrais reconnaître Cindy et Claire. C'est une grande famille qui continue de nous inspirer, de nous donner de l'espoir. Je voudrais dire que si nous sommes ensemble, nous allons pouvoir remporter cette bataille-là, mais si nous euh, passons par la guerre, nous allons tous et toutes perdre. Je voudrais vous souhaiter un meilleur Noël aujourd'hui et je vous souhaite beaucoup de paix. Voici, Cindy, je voudrais dire que ce temps-là, ces créneaux-là est très important à pouvoir partager avec vous tous et toutes. C'est vraiment encourageant pour continuer à respecter les travaux que vous faites. Je suis contente de pouvoir passer du temps avec les personnes à Gaza et espérons que nous allons pouvoir trouver un meilleur chemin pour l'année 2025. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous et d'avoir accès à vos connaissances et à vos informations. Merci beaucoup de cette opportunité. Nous avons encore quelques questions. Nous excusons de nous étendre un peu, mais je pense que ça a été une belle discussion. Il y a trois questions. L'une s'adresse à Phyllis, mais il se peut qu'il soit quelque chose adressé à notre coalition également. Euh, Est-ce que nous pouvons publier les points saillants pour le congrès? Oui, bien sûr, nous pouvons faire tout ça par la suite. Il y aura des mondes comment pouvoir contribuer avec de financement. Nous avons ambaza.org. Nous avons un site internet qui vous met en relation avec des organisations. Et il y a une autre question sur comment aider les personnes au Moyen-Orient et par rapport à la Palestine. Je voudrais dire c'est un honneur d'être ici parmi vous aujourd'hui et de vous dire également que nous, en Palestine, nous sommes remerciants, remerciantes, que ceci est très encourageant et donne de l'espoir pour les personnes à Gaza afin qu'ils puissent continuer de mener des actions malgré petit qu'il en soit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants, intervenantes pour des mots de clôture?
Maintenant, nous allons passer au mot de clôture qui seront présentés par le secrétaire général de Pax Christi, un mouvement global pour la non-violence. Et il travaille avec l'Institut Koch pour la paix aux États-Unis et travaille plus notamment avec l'Amérique latine et partout dans le monde. Bonjour à tous et à toutes de la Colombie. Nous continuons avec l'exemple du TISAS pour la Palestine, pour travailler vers la paix et la justice en Palestine. Moi, je suis remerciante des intervenants, intervenantes. Donc, voici notre troisième webinaire. Notre message, c'est comment les organisations de la société civile peuvent avoir une voix centrale auprès des espaces de pouvoir afin de plaidoyer pour la paix. Nos exigences, notre principale exigence, c'est que les États-Unis doivent arrêter avec les politiques internationales à l'encontre de la Palestine. Il faut arrêter l'envoi des armes à Israël. Je pense que c'est bon également les États devraient continuer d'agir indépendamment et en groupe régionaux pour arrêter le génocide. Ces actions-là doivent continuer en tant que ressortissants et en tant que société de la mouvement de la société civile. La résolution 377 qui parle de droit à la paix et à l'autonomie, c'est un outil pour répondre au pouvoir de veto mené par l'Assemblée générale. Il faut arrêter avec l'homicide. C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé en Colombie. Ceci est un problème très important pour l'ensemble de l'humanité, pour la crise humanitaire et pour la planète. Il faut continuer la réflexion et la connexion entre le pays, entre le Gaza, le Liban et d'autres pays dans la région. Donc, dans le premier webinaire, nous avons présenté la crise humanitaire. Voici nos points saillants de nos travaux. Nous nous concentrons sur les conditions nécessaires à la transition et la diplomatie. Et je voudrais également mettre en exergue l'accompagnement en tant que stratégie. Nous nous concentrons également sur le plaidoyer pour continuer avec le corridor de solidarité qui donne de ressources par rapport à aux conditions de transition. Il faut avoir des actions urgentes dirigées aux États-Unis et aux Nations Unies pour faire la pression vers la transition et la construction de services de prise de soins de santé, la réparation aux victimes. Et nous avons le droit pour les personnes qui se trouvent dans la diaspora, dans le diaspora, pour qu'ils puissent bénéficier de services. Et dans notre troisième domaine de travail, nous allons nous concentrer sur la préservation, la terminaison de l'occupation palestinienne et renforcer le budget, les efforts à l'encontre du budget militaire
et plaider pour éliminer la présence d'Israël auprès de l'Assemblée générale. Et dernière réflexion, cela a un rapport avec l'accompagnement vers le Palestinien pour pouvoir résister. Ceci a un rapport avec la perspective du fait qu'il s'agit d'une perspective globale qui nécessite la participation de la totalité de l'humanité. Le plaidoyer pour le droit au retour, le droit à la reconstruction. Hmm, Nous reconnaissons la solidarité et persévérance de Palestiniens et Palestiniennes et nous menons tout ça à l'international. Nous euh, protégeons nos réseaux. Nous savons que nous sommes interconnectés et nous mobilisons sans relâche. Merci beaucoup à Igor Rodriguez et les interprètes qui nous ont aidés à faciliter l'interprétariat sur plusieurs langues pour les membres du comité de planning et Susan Smith, Kathy Kelly, Wall et War, Ray Jones de l'Assemblée générale presbytérienne et Madame Avata, Smith M. de Pierre Lara et à David Swanson d'avoir animé la séance de sommet. Merci beaucoup et j'espère que vous allez pouvoir vous reposer et nous continuons d'avancer ensemble. Donc, si vous pouvez ouvrir votre micro, que vive la Palestine, Palestine libre, Palestine libre.